Dans cet épisode de Mythbusters, Ok, feu à volonté. Adam et Jamie risquent leur vie en tentant d'esquiver des balles mortelles. C'est pas vrai. On veut voir à quelle distance le sniper doit se trouver pour qu'on soit capable d'esquiver sa balle. Même s'ils voient arriver la balle, Je l'ai vu. Moi aussi. peuvent-ils vraiment sauver leur peau? Jamie sait peut-être esquiver les balles, mais sait-il danser comme ça? Également dans cet épisode, la torture de Buster. Vous avez pitié de Buster? Non. Alors que Carrie, Tori et Grant testent le mythe vertigineux qui dit que quand on tombe de très haut, Lâcher Buster du haut d'une grue n'est jamais lassant. l'eau est aussi dure que le bitume. Adios, muchachos. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai ma dose de science pour aujourd'hui. et Jamie Heineman. Au revoir. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, C'est pour ça qu'on n'a jamais rien de précieux. Tori Belleci Je veux pas vous décevoir. et Carrie Byron. J'ai fait des études pour ça. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Aujourd'hui, à la demande de nos fans, on va vérifier s'il est possible d'esquiver une balle. Comment ça? On peut pas se déplacer plus vite qu'une balle. Il ne s'agit pas de se déplacer plus vite. L'hypothèse derrière ce mythe est qu'il existe une distance théorique qui permet de voir la balle sortir du canon et d'avoir le temps de dégager de sa trajectoire avant qu'elle atteigne sa cible. Il faudrait que le tireur soit à une bonne distance, comme un sniper. Exactement. Tout le monde sait qu'esquiver une balle tirée à bout portant est tout simplement impossible. Mais en augmentant la distance entre le tireur et la cible, on augmente le temps de parcours de la balle. Donc, en partant du principe que le tireur est assez loin et qu'on voit le coup partir, peut-on vraiment sauver sa peau? À mon avis, tout est question de temps. Oui. La première chose qu'on doit définir, c'est combien de temps la balle reste dans l'air entre le tireur et la cible à des distances différentes. Ça paraît logique. Au boulot. Ok. Pour le savoir, Adam et Jamie doivent dégoter un immense champ de tir. Comme cet aérodrome abandonné qui tombe à pic. C'est vrai que depuis le début de Mythbusters, Jamie et moi avons tiré quelques balles et on se débrouille plutôt pas mal. Wow, Jamie! Et voilà le travail. Mais cette fois, il faut de la précision et de la technique. Et c'est pour ça qu'on a fait appel aux meilleurs tireurs du pays. Vous ne croyez pas? Regardez. Dans cette version moderne de Guillaume Tell, la cible minuscule est à 270 mètres. C'est très fort. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, en compote, s'il vous plaît. Il tire avec un fusil de précision de calibre 338. Il est spécialement conçu pour être précis à très grande distance. Et ça tombe bien, car 180, 460 et 1000 mètres sont les trois distances de tir choisies. L'objectif de cette expérience est de tirer à une distance déterminée et d'enregistrer combien de temps met la balle pour atteindre sa cible. C'est le temps dont on disposera pour l'éviter. Et pour mesurer avec précision le temps entre le tireur et la cible, Adam et Jamie installent un circuit électronique à base d'aluminium. Bien. Voilà comment on va chronométrer le temps de parcours de la balle. Dès que la balle est tirée, elle va traverser cette feuille de papier d'aluminium. Au contact de la balle, l'aluminium va ouvrir un circuit et générer un courant qui va envoyer un signal par ce fil à ce chronomètre qui va commencer à chronométrer. Il va chronométrer le temps de parcours de la balle jusqu'à ce que la balle touche la cible et traverse une feuille de papier d'aluminium identique qui fermera le circuit et indiquera au chrono d'arrêter de chronométrer et nous dira le temps exact de parcours entre le fusil et la cible.
Pour le premier tir, on va se positionner à 180 mètres de la cible, soit l'équivalent de 2 terrains de football mis bout à bout. Ou 6M5. Dave, œil de lynx, est en position. On y va. Temps de parcours sur 180 mètres. Son guetteur Kevin à ses côtés. Légère inclinaison à droite. Et avec le circuit en aluminium infaillible prêt à enregistrer le temps de parcours de la balle, À droite, Dave. Ok. ce tir va passer comme une lettre à la poste. Tire. Quoi? Rien. Le chrono ne s'est pas arrêté. Enfin presque. Car le circuit infaillible a failli. On a un défaut quelque part dans le circuit. Le chrono ne marche pas. On ne sait pas si c'est au niveau du fusil ou de la cible. Mais on doit résoudre le problème. Et maintenant, le principe physique d'une chute dans l'eau est-il le même que sur le bitume? Ça va être super. Aujourd'hui, on va voir si l'eau est aussi dure que le bitume. J'ai déjà entendu dire ça. L'idée est que si on tombe de très haut et qu'on prend assez de vitesse, quand on touche l'eau, elle est comme du bitume. Debout Buster, on va faire des cascades. On dit bien souvent que si on tombe dans l'eau de très haut, plutôt que de faire un gros splash, on fait un gros crash. Bon, on va aller chercher Buster, l'équiper d'un accéléromètre pour mesurer la force de l'impact, le lâcher sur le bitume et sur l'eau et comparer les résultats. Ça me paraît bien. Mais moins bien pour Buster. Sur le bitume, la décélération est instantanée, car le revêtement n'a aucune souplesse. Il n'est pas compressible. C'est de là que vient le mythe. Car dans les conditions adéquates, l'eau n'est pas compressible non plus. On dit que l'eau se comporte comme le bitume. Vous devez vous dire, c'est n'importe quoi. L'eau est souple et le bitume est dur. Comment ça peut être pareil? Dans certaines conditions, c'est possible. Je vais vous faire une démonstration. Dans cette seringue, j'ai de l'air et dans cette seringue, j'ai de l'eau avec du colorant alimentaire. L'air est compressible. Il se comprime et revient à sa place. L'eau est incompressible. J'appuie de toutes mes forces, mais rien à faire. La même chose se passe quand un corps tombe du ciel et percute la surface de l'eau. Elle ne cède pas, comme le bitume. Pour savoir si oui ou non l'eau est aussi dure que le bitume, on va lâcher Buster de plusieurs hauteurs différentes avec ça. C'est un accéléromètre. Un petit appareil électromécanique qui sert à mesurer la puissance d'accélération. Elle est plus connue sous le nom de force gravitationnelle, ou force G. Toute la difficulté de cette expérience est qu'on va obtenir des forces G très élevées, bien plus que celles qu'un accéléromètre ordinaire peut mesurer. Et c'est pour ça qu'on a ce système. Je ne lui tripote pas le téton. Il est spécialement conçu pour mesurer jusqu'à 500 G. Je l'ai mis dans une boîte étanche dans la poitrine de Buster. Exactement comme les avions. Buster a aussi sa boîte noire. La voici. Tout est branché et paré à fonctionner. Et l'équipe a trouvé l'endroit rêvé pour faire un lâcher de Buster. On est au centre de traitement des eaux de San Francisco. C'est l'endroit idéal pour faire notre expérience. J'adore quand il y a une grue. On a du bitume et on a de l'eau. Une fois la grue en place, même pas besoin de la bouger. La cible. Buster n'a pas dit un mot aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il sait ce qu'on mijote. L'équipe va réaliser une série de tests comparatifs sur l'eau et sur le bitume à une altitude de plus en plus haute. C'est bon! La façon dont Buster tombe et atterrit va modifier les résultats. On a fait en sorte qu'il tombe exactement de la même manière à chaque fois. 8 mètres, c'est bon! Illico presto, le premier saut d'en haut. Super, la rime. Superbement poétique, Byron. Mais Buster, suspendu à 8 mètres dans les airs, n'en a pas grand-chose à faire. 3, 2, 1... La journée sera longue et Buster commence en douceur. Mais que nous disent les chiffres? Un pic de force G à 60. C'est normal. Ses jambes ont amorti la chute.
On vient de lâcher Buster de 8 mètres de haut sur le bitume à la verticale. Et il a développé 60 G. Maintenant, on va le raccrocher à la grue, le positionner au-dessus de l'eau toujours à 8 mètres à la verticale et mesurer la force G. Ok, c'est pas mal. 3, 2, 1. Oh, c'était tranquille. Rien à voir avec le bitume. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je n'ai pas de résultat. Ce qui veut dire qu'on est à moins de 25 G. Il ne se déclenche pas en dessous. Et souvenez-vous, sur le bitume, on avait 60 G. Pourtant, on dit que l'eau est égale au bitume lors d'une chute de très haute altitude. Plus Buster tombera de haut, plus il prendra de la vitesse. Peut-être qu'en percutant l'eau plus vite, le liquide ne bougera pas et se comportera comme un solide incompressible. Buster, mon ami, il faut mettre la barre plus haut, à 23 mètres de haut. Ça fait une sacrée chute. Vous avez pitié de Buster? Non. C'était pour savoir. C'est parti. 23 mètres de haut à la verticale au-dessus de l'eau. 3, 2, 1. Quelle chute! Il suffit de remonter Buster pour constater qu'il a pris un sacré coup. Mais seule la boîte noire nous le dira avec certitude. On est à 29. Non, je te crois pas. Si, c'est la moitié de ce qu'on avait sur le bitume. Alors qu'on est 3 fois plus haut. Mauvaise nouvelle pour le mythe. La chute dans l'eau de 23 mètres de haut fait 2 fois moins de dégâts que sur le bitume de 8 mètres de haut. Mais il reste une expérience à faire pour pouvoir comparer toutes les données. 23 mètres de haut sur le bitume. Voir tomber Buster de 23 mètres de haut sur le bitume m'a fait très mal. Son corps s'est plié comme un corps humain ne devrait jamais se plier. On a lâché Buster de 23 mètres à la verticale sur le bitume. Combien de force G? On a explosé l'accéléromètre. Ça veut dire que la force G était supérieure à 500, soit un impact au moins 17 fois plus violent que sur l'eau. Dans ces circonstances, l'eau ne fait pas le poids. Mais le mythe n'est pas encore démonté, et Grant a une théorie sur la question. L'eau n'est pas compressible, c'est une vérité physique. Si je plonge ma main dans l'eau, tout doucement, l'eau se déplace. Elle se pousse. Mais si Buster percute l'eau assez vite et avec plus de surface d'impact, alors l'eau ne pourra pas bouger. Et comme elle devient alors incompressible, à un moment donné, la force G sur l'eau et sur le bitume sera équivalente. Comme la surface d'impact semble être un facteur important, il est temps pour Buster de faire un plat. Adam et Jamie tentent de savoir s'il est possible d'esquiver une balle quand elle est tirée d'assez loin. Pour leur expérience, ils ont fait venir un tireur chevronné qui touche la cible du premier coup à tous les coups. Et ils ont installé un chronomètre très sophistiqué, qui ne chronomètre pas. Ça n'a pas marché. Il s'est pas arrêté. Ça marche pas. Il faut que ça marche. Suite aux échecs essuyés par le papier d'aluminium, Adam et Jamie se creusent les méninges jusqu'à éliminer du système les mystérieux parasites. Chrono à 180 mètres. Feu à volonté. On a un chiffre. Combien? 231 millisecondes. On recule. D'accord. Une fois le premier chiffre dans le sac, l'équipe se prépare pour un deuxième tir. Le prochain tir se fera de 460 mètres, soit approximativement 10 piscines olympiques mises bout à bout, ou la distance moyenne d'une interdiction d'approcher quelqu'un. Dave, œil de lynx, une fois en position, se concentre. Et il vise en plein dans le mille. Magnifique, on a un chiffre. Génial! 597 millisecondes. Et on recule encore. L'équipe se prépare pour le troisième et dernier tir. Ce qui est bien, c'est que plus on marche et plus la boîte est légère. Cette fois, à une distance de 1000 mètres.
La distance finale à laquelle on va tirer est 1000 mètres, soit une marche de 8 minutes, soit 1 kilomètre pour ceux d'entre vous qui habitent dans une autre partie du monde que les États-Unis. Quand je regarde la cible, je me dis, quelle cible? Si quelqu'un peut réussir ce coup de maître, c'est bien Dave le sniper. Et bien sûr, Dave vise en plein dans le mille une fois de plus. Sans oublier le plus important... Magnifique, on a un chiffre. 1,791 secondes jusqu'à la cible. Excellent. Super! On va faire un graphique. Maintenant qu'on a nos chiffres, on va les mettre sur un graphique. Commençons par l'axe des abscisses, 12 sections de 100 mètres chacune. L'axe des ordonnées, de bas en haut, va de 0 à 2 secondes par section d'1/4 de seconde. Puis, on dessine une grille et on indique le chrono de chaque balle. La première balle, tirée à 180 mètres, a mis 231 millisecondes à atteindre sa cible. La deuxième balle, tirée à 460 mètres, a mis 597 millisecondes. La troisième balle, à 1 km, a mis 1790 millisecondes à atteindre sa cible. Puis, on trace un trait de ces 3 points et, surprise, il est parfaitement droit. Ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle distance et calculer le temps de parcours de la balle. Ou à l'inverse, on peut choisir un temps de parcours et déterminer à quelle distance il faut se placer pour tirer. C'est pas génial, les graphiques? On sait combien de temps il faudra à une balle pour atteindre sa cible de n'importe quelle distance. Maintenant, reste à savoir à quelle vitesse on peut l'esquiver. C'est parti pour un test de réflexe. Toutes les substances incompressibles sont équivalentes, mais pour l'instant, certaines le sont plus que d'autres. Quand Buster est lâché à la verticale, l'impact sur l'eau n'a rien à voir avec celui sur le bitume. Dans l'eau, l'angle de pénétration déplace le liquide. C'est la moitié de ce qu'on avait sur le bitume, alors qu'on est 3 fois plus haut. Mais que se passe-t-il si Buster percute l'eau à plat ventre? On le ligote. Une plus grande surface d'impact sauvera-t-elle cette saga scientifique du naufrage? Au cas où vous vous poseriez la question, et je suis sûr que oui, sachez que lâcher Buster du haut d'une grue n'est jamais lassant. Ok, lâchez de Buster à plat ventre sur le bitume de 8 mètres à 3, 2, 1... Ça a l'air de faire très mal. Et sans les jambes pour amortir la chute, la force G est sans doute plus élevée que lors du premier test. On a lâché Buster à plat ventre sur le bitume. Et on a 286 G. Maintenant, on va faire la même chose dans l'eau. Et j'ai l'impression qu'on va avoir des résultats très proches. Ceux qui ont déjà fait un méga plat dans l'eau comprennent ce que je veux dire. Ça va faire mal. 3, 2, 1... Je lui mettrai 9 sur 10. À plat ventre, lâcher Buster sur le bitume de 8 mètres de haut a généré 290 G. Dans l'eau, 115. Ça veut dire que, bien sûr, l'eau n'est pas aussi dure que le bitume. Mais elle l'est plus que quand on a lâché Buster à la verticale. Donc la surface d'impact est importante. Plus on a de surface, plus c'est dur de déplacer l'eau. Si Buster tombe plus vite, l'écart entre l'eau et le bitume se réduira peut-être encore un peu. Voyons ça. L'équipe pense que le secret est dans la vitesse. Et pour que Buster tombe plus vite, il doit tomber de plus haut. On va lâcher Buster de 15 mètres à plat ventre au-dessus de l'eau. C'est parti, à 3, 2, 1. Regardez la vague que ça a créée. Lâcher Buster de 15 mètres de haut lui a complètement arraché la peau d'un côté. L'impact a été si violent qu'on l'a tous senti. Donc dans l'eau, de 15 mètres de haut, une chute à plat ventre a généré une force de 220 G. Et maintenant, l'heure de la comparaison. La chute sur le bitume à 15 mètres de haut sera-t-elle plus concluante que le test à 8 mètres? On monte à 15 mètres. 15 mètres, ça risque de l'achever. Oui, à 8 mètres, c'était déjà dur. 3, 2, 1. Il est en un seul morceau. Me dites pas que ça vous a rien fait. Ça m'a donné envie de vomir. Je suis content de ne pas être à sa place. On va voir combien il a fait. C'était intense. Tellement intense que l'accéléromètre a été dépassé.
Ce qui veut dire que Buster a généré une force d'au moins 500 G. Bon sang, c'était un coup dur. Buster est cassé de partout. Mais sans mesure de force G, comment vérifier l'exactitude de la théorie? On a explosé l'accéléromètre. Ça veut dire qu'on ne peut pas comparer avec la chute de 8 mètres. On pense que plus on tombe de haut, plus la dureté de l'eau se rapproche de celle du bitume. Mais on ne peut pas faire l'expérience avec cet appareil. Ça veut dire qu'on doit faire deux choses. Tout d'abord, on doit trouver un moyen plus fiable de comparer la chute dans l'eau et la chute sur le bitume. Et ensuite, on doit réaliser d'autres expériences, mais de beaucoup plus haut. Si haut qu'on va atteindre la vitesse terminale. On a de bons résultats avec notre sniper. Et maintenant, L'heure est venue de chronométrer un nouvel élément. le temps de réaction? Exactement. Si on devait esquiver une balle, à quelle vitesse pourrait-on se pousser de sa trajectoire? Je vais chercher un café. Il va chercher un café pour être super énervé et dégager super vite. Reste à trouver un moyen infaillible d'évaluer le temps de réaction. L'expérience consiste à mesurer le temps de réaction d'un être humain. Voici l'être humain. Sa mission, dégager de la trajectoire d'une balle indiquée par une croix sur sa poitrine et la cible derrière lui. Le signal que le coup est parti sera donné par un flash d'appareil photo numérique déclenché à distance par moi d'ici. Tout ceci sera enregistré par notre caméra numérique grande vitesse qui, lorsqu'on visionnera l'image de Jamie esquivant la balle, nous permettra de chronométrer précisément en combien de millisecondes il s'est poussé. Ok, t'es prêt, Jamie? Temps de réaction d'un être humain très bientôt, dans un avenir très proche. Pas mal. Jamie est rapide. Ses réflexes de l'Indiana sont dignes de l'homme qui valait 3 milliards. Joli travail, cowboy. Tu veux bien t'occuper du flash pendant que j'essaie? D'accord. Adam, quant à lui, tente de compenser sa lenteur par son manque de grâce. Et maintenant, les résultats. Ça, c'est moi. On dirait un comique des années 30. Mais la légende de Heinemann est indétrônable. La vache. Regardez-moi ce mouvement de folie. Un homme bionique de l'Indiana. Bien que Jamie ait misé sur une sortie stylée en économisant ses mouvements, il réalise à peu près le même temps que Adam. Tous deux esquivent la balle en 500 millisecondes environ. Et juste pour ceux que ça intéresse, et ça va en intéresser certains, Jamie décroche la médaille d'or avec un record de 490 millisecondes. Avec de l'entraînement, j'ai réussi à réduire mon temps de réaction d'environ 1/8 de seconde. Et j'ai pu esquiver la balle en moins d'une demi-seconde. C'est le meilleur scénario possible et c'est ce qu'on cherche. On veut savoir exactement de quelle distance un sniper peut tirer en nous permettant, en théorie, d'échapper à la balle. Pour calculer cette distance, Adam ressort son fameux graphique. Mesdames et messieurs les monteurs, merci d'afficher le graphique. Le temps est sur l'axe des ordonnées. La distance sur l'axe des abscisses. Si je traçais un trait à 490 millisecondes et que je regarde la distance correspondante, je trouve 365 mètres. C'est exactement la distance théorique à laquelle on peut esquiver un tir, à condition de voir le coup partir de loin. Et c'est ce qu'on va vérifier. Ça veut dire retourner sur le champ de tir pour tester leur vue perçante. La question est de savoir à quelle distance on peut voir la balle sortir du canon. On ne peut pas se fier au son, car la balle va 4 fois plus vite que la vitesse du son. On serait touché bien avant de l'entendre. Il faut que ce soit visuel. Visuel et simple comme bonjour. Alors que Dave, le sniper, va tirer sur une cible, Adam et Jamie vont guetter la sortie de la balle. Un peu de motivation pour notre sniper. Mais soyez rassurés, pour leur sécurité, Dave tirera des balles à blanc. Ça, c'est une vraie balle. Et ça, c'est une balle à blanc. Mais pas n'importe laquelle. On a sélectionné cette balle à blanc de cinéma en particulier parce que ce qui en sort ressemble à s'y méprendre à ce qui sort d'une vraie de vraie. Pour commencer, le sniper tire à 90 mètres. Je l'ai vu. Je l'ai vu.
Ok Dave, recule à 140 mètres. Cool. Bien reçu. À 90 mètres, l'éclair est extrêmement net. C'est aussi le cas à 140 mètres. Je l'ai vu. Moi aussi. Mais à 180 mètres, c'est une autre histoire. Dave, 180 mètres. Feu à volonté. J'ai rien vu. Demande-lui de recommencer. Dave, recommence s'il te plaît. Tu l'as vu? C'était limite. T'as un œil de lynx. On recule encore de 20 mètres. Mais à 200 mètres, même Jamie et son œil de lynx ne voient pas arriver la balle. Non, j'ai rien vu. 180 mètres, c'est la limite. Ouais. Avec des balles à blanc identiques à de vraies balles, on a réussi à voir le tir à 180 mètres de distance. Si on regarde sur le graphique, ça ne nous laisse pas assez de temps pour esquiver la balle. Souvenez-vous, si on se base sur le temps de parcours de la balle associé au temps de réaction, 365 mètres est la distance minimale pour esquiver la balle. Sauf qu'à 2 fois moins de distance, on ne voit même pas la balle. J'ai rien vu. Heureusement, Adam a un plan. Toutes les balles à blanc ne partent pas avec les mêmes chances dans la vie. Et ici, on aime bien trouver le meilleur scénario possible. À Hollywood, par exemple, une balle à blanc génère un éclair beaucoup plus violent pour être beaucoup plus visible à l'écran. On va faire la même chose. On va tirer avec une balle de cinéma et voir à quelle distance on l'aperçoit cette fois. En d'autres termes, pour l'instant en tout cas, adieu la réalité et bonjour Hollywood. Le résultat est tout simplement le jour et la nuit. Ok Dave, 200 mètres. Feu. Je l'ai vu. Je l'ai super bien vu. On essaie à 365 ? D'accord. La balle de cinéma est comme les bougies qui ne s'éteignent jamais. Elle est visible à 365 mètres, 730 mètres Je l'ai carrément vu. Moi aussi, je l'ai vu. et même à 1000 mètres. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et attends, je l'ai entendu. C'est largement suffisant pour dégager. Adam a raison. Esquiver la balle de cinéma semble être un jeu d'enfant. Mais esquiver une vraie balle est une toute autre paire de manches. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si facile de voir une balle à blanc à 1 kilomètre et presque impossible de voir une vraie balle à seulement 200 mètres. C'est parce que cette balle est spécialement conçue pour être la plus invisible possible. Regardez, la fonction même du sniper est de tirer à partir d'un emplacement inconnu. L'objectif du matériel qu'il utilise est de ne pas révéler l'endroit où il se cache. C'est pour ça que c'est si dur de voir la balle. On a tout démonté et tout analysé. Le moment est venu de tout remettre bout à bout. Et de faire un essai pour de vrai. Absolument. La chute à plat ventre est prometteuse. Mais il faut monter plus haut et prendre de la vitesse. À quelle hauteur et quelle vitesse? Pourquoi pas la vitesse terminale à 200 mètres de haut d'un hélicoptère? Ça ferait l'affaire? On doit trouver un autre moyen de mesurer la force G. Buster est en miettes et l'accéléromètre est au maximum. Pourquoi pas avec des cochons? On pourrait comparer les fractures? Sérieusement? Pour voir si tomber dans l'eau revient au même que tomber sur le bitume, on est venu au parc de Shadow Cliff. Pour l'instant, dans une position verticale, il y a une grande différence. Mais à plat ventre, c'est assez proche. Le seul problème, c'est que notre accéléromètre, l'appareil de mesure, a calé à 15 mètres. Oh, ça fait mal. C'est pour ça qu'on est là. Parce que cette fois, on va lâcher notre cobaye de beaucoup plus haut. De si haut qu'on va atteindre la vitesse terminale. La raison pour laquelle la vitesse terminale m'intéresse, c'est que l'objet ne peut pas aller plus vite et donc avoir un impact plus violent. Pour que l'expérience ait la meilleure chance de fonctionner, l'équipe va comparer une chute de 200 mètres sur le bitume et dans l'eau. Allez, on y va, direction l'hélico! Mais comment comparer les deux avec précision? Nos accéléromètres ne vont pas suffire. Et on doit trouver un moyen de mesurer l'impact d'un corps sur le bitume et sur l'eau. On ne peut pas se servir d'un humain, parce que bien sûr, on risque de tuer quelqu'un, donc on a décidé d'utiliser des cochons. Pour comparer les données, on va passer les deux cochons au rayon X et on va demander à un chirurgien orthopédique d'analyser les radios pour voir combien d'os sont cassés et quels dégâts sont à dénombrer. Et là, on saura si l'eau est aussi dure que le bitume et ce que j'ai mangé ce midi. Oui, c'est répugnant.
Mais sans appareil électronique pour mesurer l'impact, une comparaison des dégâts corporels illustrera parfaitement la différence entre l'eau et le bitume. Il est prêt. Je vais chercher le sac. Que les âmes sensibles se rassurent. Les cochons resteront à l'abri dans une poche opaque, même lors des radios qui seront effectuées avec du matériel portatif. Cet appareil est impressionnant. Il est rapide? Entre le moment où on appuie sur le bouton et la radio, il s'écoule environ 5 secondes. C'est ce que vous avez fait de plus bizarre? C'est comme un duvet pour cochon. Je crois que oui. Emballe-moi ce cochon. Génial. On utilise un sac spécial utilisé dans l'armée avec des coutures soudées. Une fois qu'on a fait le vide d'air, le risque que le sac se déchire est très faible. Ça empêche de voir des choses dégoûtantes. Pour que les résultats soient valables, les deux cochons doivent tomber exactement à la même vitesse. D'où la nécessité d'un joli petit stabilisateur. Maintenant qu'on a deux cochons identiques dans deux sacs identiques, un pour le bitume et un pour l'eau, on va fixer le parachute. Pourquoi un parachute? La vitesse terminale dépend de l'angle de l'objet pendant la chute. Comme on veut que le cochon reste à plat, on va lui fixer un parachute stabilisateur qui va lui permettre de rester à l'horizontale sans avoir d'incidence sur la vitesse. L'opération jetée de cochon est prête à commencer. À 200 mètres d'altitude, Tori aidera gentiment notre cobaye à faire le saut de l'ange en le poussant de l'hélicoptère. Tori, on est en position et on est prêt. Allez, c'est parti. D'un côté, on a notre chiffre idéal. D'après le temps de réaction et le temps de parcours de la balle, on sait qu'en théorie, la distance minimale pour esquiver une balle est de 365 mètres. D'accord. D'un autre côté, on sait que la distance maximale d'où on peut voir arriver la balle est de 180 mètres. Donc si on se trouve à 365 mètres, on ne verra jamais arriver la balle. Oui, ça semble mal parti pour le mythe. Il faut quand même essayer. Tout à fait. Qui sait, peut-être qu'à 180 mètres, les yeux rivés sur le fusil d'un sniper, l'adrénaline monte en flèche et tu deviens super rapide. Ça vaut le coup d'essayer. Mais tu as bien conscience qu'on ne peut pas se tirer dessus à balles réelles. Ah ah, j'ai un plan, regarde. Là, c'est le sniper. Et là, c'est la cible. Le sniper tire une balle à blanc et en appuyant sur la détente, il actionne un interrupteur. L'interrupteur enclenche un chronomètre qui mesure le temps de parcours exact de la balle. Et À la milliseconde où la balle doit atteindre la cible, un signal déclenche un lanceur de paintball qui t'envoie une bille de paintball. Ça fait un peu mal, mais c'est pas mortel. donc à 180 mètres, le temps de parcours de la balle est de 231 millisecondes. Exactement. Le danger écarté, les deux acolytes reprennent la route du champ de tir où Jamie commence à installer le fusil. Et 180 mètres plus loin, Adam s'occupe de la cible. Et voilà, impossible de rater mon repère. Ensuite, ça se complique. Chronomètre, fil électrique, Génial. lanceur de paintball C'est cool, non? et gâchette connectée. Splendide. Comme on ne peut pas tirer à balles réelles, mais qu'on a assez d'informations pour déterminer la vitesse de la balle en fonction de la distance choisie, Parfait. on va imiter la balle électroniquement. Voilà comment. Quand cette arme va tirer à blanc, un fil monté sur la détente va fermer le circuit. Et lancer le chronomètre. Il va décompter le temps de parcours exact de la balle et à l'instant où elle doit toucher la cible, il va indiquer à ce lanceur de paintball de tirer droit dans la poitrine de Jamie. Sera-t-il capable d'esquiver à temps? Peut-être. Tu ne peux pas savoir, mais on va le découvrir. Pour commencer, déguisement obligatoire. Jamie passe une combinaison qui fera ressortir la peinture et Adam choisit un costume très personnel. Où il est passé? Adam? Adam? Je suis là. Tu as fini de faire le clown. Au boulot. D'accord. Ok, Jamie, on tire à 180 mètres. T'es prêt? Oui, ouvre le feu. Ok. Jamie, paré à esquiver, attend que Adam tire une première balle à blanc qui actionnera le paintball précisément 230 millisecondes plus tard. Quand Adam va-t-il tirer? Lui seul le sait.
Je t'ai eu? Ouais, donne-moi une seconde. Bien que Jamie ait clairement vu la balle partir, il a à peine eu le temps de bouger avant que la bille de paintball ne l'atteigne en pleine poitrine. Non découragé, Jamie fait plusieurs tentatives. En vain. C'est pas vrai. À 180 mètres, j'ai vu la balle. J'ai réagi et je me suis poussé. Mais je n'ai pas été assez rapide. Étant donné que le meilleur temps de réaction de Jamie était de 490 millisecondes, esquiver une balle tirée à 180 mètres en 230 millisecondes relevait d'un exploit surhumain. Ce mythe a l'air complètement bidon. Mais on est allé trop loin pour laisser tomber. On va passer à une balle d'Hollywood. Je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu. Reculer le fusil à 365 mètres, ce qui nous donnera 500 millisecondes pour réagir et voir si, en théorie, on peut esquiver une balle. La distance d'où je vais tirer sur Jamie, j'adore cette phrase, est de 365 mètres. C'est la durée minimale dont Jamie et ses super réflexes ont besoin pour dégager à temps. Pour mettre toutes les chances de son côté, je vais me servir d'une balle de cinéma, beaucoup plus visible qu'une vraie balle de sniper. Je suis prêt à tirer. Ok, vas-y. Bien sûr. Il m'a eu. Ce n'est pas le départ dont Jamie rêvait, mais il ne renoncera pas sans se battre. Ok, Adam, feu. Tu m'as encore eu. Et se battre longtemps. À chaque tir, Jamie progresse et améliore sa technique. J'y étais presque. Mais ce n'est jamais assez. Adam est-il capable de faire mieux? Tu veux essayer? Tu penses? Adam, prêt à bondir comme une panthère, donne le signal à Jamie. Mais il est touché à la poitrine. Encore et encore. C'est très intéressant. À 365 mètres, on a 500 millisecondes pour réagir et esquiver, ce qui devrait largement suffire. Mais il y a une différence entre le test en studio et le test dans la vraie vie. En studio, on prenait un flash super brillant en pleine figure. Dans la vraie vie, on ne voit qu'un point minuscule à 365 mètres. C'est beaucoup plus difficile à voir. On va reculer ce point à 450 mètres. Donner à Jamie plus de temps pour réagir et voir s'il y arrive cette fois. Feu à volonté. Je l'ai esquivé. Enfin! À 500 mètres, l'homme de l'Indiana bondit comme un cougar et la balle vient s'écraser sur la cible derrière lui. Mais étant donné les conditions de l'expérience, il n'est pas impressionné. Ce test a montré en effet qu'on peut esquiver une balle. Mais à plusieurs conditions. On a tiré des balles à blanc utilisées pour le cinéma. Et si on avait tiré à balles réelles, je n'aurais rien vu et j'aurais été tué. Jamie a raison. On peut en effet esquiver une balle de cinéma plus visible que les autres. Mais dans la vraie vie, il n'y a qu'une conclusion possible. Verdict? C'est bidon. On ne peut pas éviter une balle tirée par un sniper. Tout son matériel, y compris les balles, est conçu pour une discrétion optimale. On n'a aucune chance de voir la balle arriver d'assez loin pour avoir le temps de l'éviter. C'est bidon. Je suis d'accord. C'est bidon. On rentre. Tu peux pointer ce truc de l'autre côté? Pour savoir si l'eau est aussi dure que le bitume, Carrie, Tori et Grant ont commencé l'opération Jeter de cochon. Voilà notre plan. On a déjà fait des essais à 8 et à 15 mètres. À la verticale, la différence de force G était très importante, mais à plat ventre, beaucoup moins. Pour ne rien laisser au hasard, on va voler à 200 mètres, ce qui va permettre au cochon d'atteindre la vitesse terminale. Tori va monter dans l'hélico et une fois à 200 mètres, il va jeter le cochon d'un coup de pied. Ensuite, on le ramassera et on comptera les fractures. On est arrivé à 200 mètres. On plane juste au-dessus de la zone d'atterrissage. Vous êtes prêts? On est prêt.
C'est parti. L'opération jetée de cochon sur le bitume à 3, 2, 1. Le cochon vole. Enfin, il tombe plutôt. Malgré une vitesse terminale de 193 km/h et une force phénoménale estimée à plus de 5000 G, le sac est resté intact et l'opération est une réussite. Jeter un cochon d'un hélico est plutôt simple, à moins d'avoir un cochon peu coopératif. Je l'ai jeté de l'hélico. Le parachute s'est ouvert, le cochon est resté à plat et surtout, il a atteint la vitesse terminale. Et le meilleur, c'est quand il a heurté le bitume. Tout a été parfait. C'était dingue! Vous avez entendu ce bruit? Et il a fait un très beau plat. Maintenant, reste à porter le contenu fort heureusement scellé du sac Ça doit faire mal. jusqu'à l'appareil de radiographie, Ce cochon doit passer une radio. où les techniciens prennent les clichés dont ils ont besoin. Mais avant de comparer les fractures, faisons un essai sur l'eau. Monte là-dedans, cochon. Ok, pour le test sur l'eau, on va se servir d'un cochon du même poids, on va le jeter de la même altitude, donc il va atteindre la même vitesse terminale. On est paré, et vous? Tori, on est paré. Jetez de cochon numéro 2 dans l'eau à vitesse terminale. Adios, muchachos. Le voilà! Parachute déployé, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. À plat ventre et haut! Et plouf! Une fois de plus, le parachute a stabilisé le cochon et nous a servi un merveilleux plat de côte. Il a pas coulé! Et maintenant, une bonne tranche de bacon grillé et bonne nuit le mythe. Il n'y a qu'un moyen de confirmer la véracité du mythe. Et c'est grâce à l'analyse professionnelle d'un chirurgien orthopédique, le docteur Albrecht. Il a survécu? Comment s'en est sorti le cochon sur le bitume? Le cochon sur le bitume s'en est très mal sorti. 17 fractures. Il y a une fracture du fémur, une dislocation de la colonne et pour couronner le tout, une décapitation. Il a la tête disloquée. Quand on a lâché le cochon sur le bitume, ça a fait le bruit d'un énorme ballon qui explose. On n'a pas ouvert le sac, mais on l'a passé à la radio. Et on a trouvé beaucoup d'os cassés. Et un bassin tellement en morceaux qu'il en était méconnaissable. Et sans parler de la décapitation. Et comparé à la chute dans l'eau, La chute dans l'eau était moins pire. 7 fractures au lieu de 17. 6 côtes cassées et une fracture de la nuque, mais pas de décapitation. Ça ne pourrait pas être plus clair. Deux cochons du même poids qui tombent à la même vitesse, dans la même position, ont des blessures extrêmement différentes. La quantité et la qualité des fractures signifient qu'une seule conclusion est possible. Mais ce n'est pas la seule chose qui réjouisse autant qu'Harry. Savoir de façon catégorique qu'un jeté de cochon sur le bitume est bien pire que dans l'eau est vraiment génial. Mais le mieux, c'est que les sacs ne se sont pas ouverts et que je n'ai pas vomi. on est sûr que les cochons ne volent pas. Mais ils tombent et s'écrasent. En ce qui concerne le mythe, quand on percute l'eau de n'importe quelle hauteur, on sait que ce ne sera jamais aussi dur que sur le bitume. Donc le mythe est bidon. Le mythe est bidon. On peut dire qu'il est bidon. Pourquoi on n'a pas un hélico à chaque fois pour rentrer chez nous?